Bonjour et bienvenue sur cette interview organisée par HDB. Je suis Eddy, le CEO de HDB. J'ai le plaisir d'accueillir Ziad du groupe CDS. Bonjour Ziad. Bonjour Eddy, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à Avec, tous. avec plaisir. Comment vas-tu? Écoute, on a le droit de dire qu'on va bien en ce moment malgré la période de crise. Euh, pour moi, à titre personnel, ça va. On pense beaucoup à ceux qui sont impactés par la crise, mais aujourd'hui, autour de moi, ma famille et mes collègues, tout le monde va bien. Je te remercie Eddy. Génial. Alors on va justement avoir l'occasion d'en discuter un petit peu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir pour parler business travel. Mais avant de parler business travel, ce que je te propose, c'est que tu partages à notre communauté hôtelière qui nous suit chaque semaine. Mais qui es-tu et que fait CDS Group? Alors, le business travel, on va rester dans un domaine francophone. On va parler de voyage d'affaires, de déplacement professionnel, si tu veux bien, Eddy. Et depuis 20 ans, je gère CDS Group, qui est une plateforme, une marketplace, une, euh, une agence, on peut appeler ça comme on veut, qui aide les entreprises à gérer la dépense hôtelière. Le positionnement de CDS, c'est d'apporter des solutions aux entreprises, aux administrations publiques et aux agences de voyage, leur permettant de contrôler la dépense hôtelière, qui est un poste important de dépense. Avant crise, on parlait du deuxième poste après l'aérien, avec une dépense extrêmement fragmentée. Donc, nous apportons des solutions technologiques de réservation, de paiement, de dématérialisation et de reporting aux entreprises. Ok, super intéressant. Du coup, chez CDS, vous avez le plaisir de parler avec des fournisseurs du tourisme type des hôtels, mais du coup aussi avec les entreprises qui organisent des déplacements d'affaires pour leurs collaborateurs. Oui, on a la chance d'être spécialisé sur la verticale hôtel. C'est-à-dire Ok, que les fournisseurs avec lesquels nous parlons, nous discutons, ce sont les hôteliers, ce sont les chaînes hôtelières, ce sont les distributeurs hôtels, tous ceux qui sont dans cette sphère de la distribution. Et de l'autre côté, effectivement, avec les entreprises, nous discutons avec les directeurs d'achat hors production ou les travel managers et les directeurs de services sécurité, informatique et bien évidemment directeur financier. d'accord. Et donc du coup, est-ce que toi, tu as pu observer une forme d'évolution dans les politiques voyage des entreprises? Et si c'est le cas, est-ce que tu vois une certaine différence dans les politiques voyage entre les grands groupes, les PME, voire les ETI? Alors, beaucoup de questions là-dedans. Effectivement, la conjoncture fait qu'aujourd'hui, personne n'était préparé à la crise pandémique. Donc, des évolutions certainement chez les entreprises. Les entreprises ont un cadre réglementaire de déplacement professionnel qui s'appelle la politique voyage. Dans cette politique voyage est encapsulée la politique hébergement qui nous intéresse. Et dans ce cadre-là, les politiques voyage ont évolué pour mettre en premier lieu le risque pandémique du voyage d'affaires dans le déplacement. Ce qui nécessite quoi aujourd'hui? Ce qui nécessite un système de validation et d'approbation interne aux entreprises avant tout déplacement pour voir si le déplacement est essentiel ou pas et de D'accord. savoir comment on l'impute sur les budgets. Ça, c'est pour les grands groupes qui sont structurés autour de personnes qui en ont les compétences. Donc, on parle souvent des travel managers qui sont montés en puissance là-dessus pendant la crise et les acheteurs hors production, mais également le secrétariat général et les RH qui sont impliqués dans cette politique hébergement. Sur ces grands groupes, on voit une modification puisque les voyages deviennent domestiques, donc multidomestiques. Et c'est du travel freeze, travel ban, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déplacement à l'international dans ces groupes liés aux fermetures de frontières. Ça, Ce qui ça n'est doit être pas un la même chose sur les bouleversement dans leur... PME. Pardon. Excuse-moi, Eddy, parce que tu as la dimension de la PME et TI n'est pas structurée avec des travel managers et n'a pas J'imagine. cette richesse en termes de RH, parce que ce sont des personnes de valeur. Les PME ont besoin de continuer à se déplacer. Donc, un système qui n'a pas bougé, mais qui est lié aux décisions gouvernementales de chaque pays. Et donc, du coup, est-ce qu'eux aussi ont une forme de changement dans leur politique voyage, dans leur manière de consommer peut-être du voyage d'affaires? Les PME, Ouais, les PME, elles sont souvent tributaires de leur marché.
Donc, à partir du moment où ils ont le feu vert pour se déplacer, elles se déplacent pour développer leur volant d'activité. Ils sont liés qu'au confinement, mais pas aux règles internes de l'entreprise, contrairement aux grands groupes où il y a des règles internes d'entreprise. Très Et clair. d'ailleurs, ça se retrouve assez dans la consommation de nos amis hôteliers qui doivent nous écouter aujourd'hui. C'est que vous avez également une clientèle affaires économique qui a moins subi la crise que la clientèle internationale et plus économie sur des catégories supérieures où nous n'avons plus du tout de déplacement professionnel. Ça, c'est très intéressant. On y reviendra sur comment ça se transforme un peu en termes d'occupation dans les hôtels. Euh, Ces voyageurs d'affaires, vous, avec CDS, du coup, vous pouvez voir aussi son comportement, est-ce qu'il évolue, etc. Est-ce qu'il se déplace comme avant, déjà, dans les destinations? Qu'est-ce que tu entends comme avant dans les destinations? Parce que On va c'est dire très avant large. Covid. Moi, j'ai Le, cette image, si tu veux, Zia, de l'homme d'affaires qui a accès à son lounge VIP à Roissy et qui va partir en déplacement en avion. alors, effectivement, le voyage d'affaires n'est plus un voyage plaisir. Le voyage d'affaires n'est plus un voyage statutaire. On est dans le voyage dit primaire essentiel, avec toutes les contraintes liées à la pandémie. Donc, effectivement, tu oublies tout ce qui est salon, boarding, arrivée à l'hôtel, desk. On a de moins en moins de prestations de services aux alentours. C'est des choses très efficaces et le voyageur d'affaires a besoin de plus en plus d'être réassuré par rapport aux règles qui sont mises par les prestataires, aux règles qui sont mises par les fournisseurs, aux règles qui sont mises par les régions, puisqu'en plus, on suit l'actualité. On avait une uniformité, par exemple, en France. Aujourd'hui, par région, il va falloir s'informer avant de partir sur la région du Nord-Pas-de-Calais, avant de partir dans la région PACA, des nouvelles règles locales qui s'appliquent dans le voyage d'affaires. Un Ok. exemple de confinement de la région PACA, nous n'avons plus le droit d'aller dans cette région-là, sauf motif impérieux. Donc ça, c'est un réel changement, Et forcément, ça a un impact sur le voyage d'affaires, en effet. absolument. Et est-ce que cette pandémie ou cette, entre guillemets, nouvelle ère, tu observes un impact dans la fréquence des déplacements et dans les durées de séjour de ces voyages d'affaires? Chez nous, nous avions on va faire simple, une réservation, c'était 2 nuitées. Ok. Depuis la crise, on est monté à 2,5 nuitées. Les Waouh. séjours, les séjours se rallongent. Les missions sont moins nombreuses, mais elles ont des durées plus longues, où les rendez-vous sont regroupés sur une destination, puisque le collaborateur va prendre un véhicule ou un train, puisque les fréquences aériennes sont limitées, vous savez, par les règles, à moins de 2 heures, on prend le train ou la voiture maintenant. C'est les nouvelles lois. On ne fait plus l'aller-retour dans la journée. Et les séjours sont beaucoup plus longs. Donc, on se retrouve sur des catégories de voyageurs qui partent du lundi au vendredi, avec de la location de véhicules qui devient de court séjour à moyen séjour et l'hôtelier sur du court séjour au moyen séjour. Est-ce que tu penses que c'est une évolution de marché qui est ponctuelle ou plutôt un nouveau changement dans la manière de consommer le voyage d'affaires et que c'est plutôt une nouvelle tendance long terme? Plus largement, est-ce que tu vois des évolutions dans le marché du voyage d'affaires Alors, sur il le est long terme? conjoncturel. Et il est certainement conjoncturel. Cette conjoncture fait qu'aujourd'hui, on doit rassembler les déplacements. Est-ce qu'il est pérenne et long terme? Sur une partie des déplacements, oui, puisqu'on va apprendre à être plus efficace, à utiliser la visio et concentrer ses déplacements sur des séjours plus longs. Donc Ok, ça, certainement, il y aura des séjours qui vont se rallonger avec des séjours plus efficaces. Ça, c'est plus long terme lié à la crise. Le deuxième impact, c'est effectivement ces nouvelles règles du législateur où les lignes aériennes vont se substituer, vont être arrêtées là où on peut prendre le train avec des voyages à moins de 2 heures. Donc, par rapport à ça, on va avoir moins d'allers-retours journée également. Donc, sur ces deux aspects-là, oui, sur le long terme et sur les séjours de long terme, absolument. très bien, intéressant. Et du coup,
ces bouleversements ou ces nouveaux usages conjoncturels ou long terme qu'on peut observer dans les politiques voyage des entreprises et dans les déplacements des hommes d'affaires, forcément, ça doit avoir un impact sur l'hôtellerie. Est-ce que déjà, tu pressens, comment dire, pour ces voyageurs d'affaires, est-ce qu'ils se sentent rassurés aujourd'hui par les dispositifs sanitaires qui ont été mis en place dans les hôtels? C'est une excellente question et j'ai envie de faire plaisir à nos amis hôteliers aujourd'hui, puisque nous avons fait, lors d'un événement sur plus de 1000 acheteurs, un sondage et il y a un cabinet consulting qui a fait un baromètre OK. interrogeant 500 voyageurs d'affaires et dans 75% des cas, pour faire simple, 3 fois sur 4, le voyageur d'affaires est rassuré par les Cool! protocoles mis en place par les hôteliers, par les règles sanitaires mises en place dans les lieux d'hébergement. Donc, aujourd'hui, les hôteliers ont su agir, ont su mettre en place des protocoles et ont su le faire savoir aux voyageurs d'affaires. Et ce qui est très positif, ce n'est pas le cas de l'intégralité de la profession du déplacement professionnel. C'est une bonne nouvelle. On voit vraiment, d'un point de vue opérationnel que l'hôtellerie, c'est rester agile et s'adapter. Alors je pense à un webinaire qu'on avait organisé, chez HDB avec le bureau Veritas, au premier confinement, qui avait été Ouais. énormément suivi. Beaucoup d'hôteliers avaient beaucoup de questions et en fait, les mises en action ont été super rapides. C'est top, c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que ces voyageurs d'affaires, si on fait un peu le lien par rapport à ce que tu disais, peut-être sur les durées de séjour, est-ce que tu vois du coup un changement d'habitude dans leur choix d'hôtel? Alors, la victoire de l'information est en quelque sorte gagnée. Il y a un changement de comportement parce qu'aujourd'hui, on prend plus de temps à choisir son hôtel et avoir les informations par rapport aux mesures et aux protocoles qui sont mis par les établissements. Quand je prends l'avion, je passe par Air France, je suis assez rassuré. La SNCF, on sait que c'est standard. Donc, on va passer plus de temps sur la recherche d'hôtel. Et d'ailleurs, la recherche du déplacement professionnel commence par l'hôtel et après se termine avec le moyen de transport. Donc, c'est un vrai changement et c'est un point à prendre par rapport aux hôtels. Pourquoi le voyageur a besoin d'être rassuré, de communiquer en direct avec l'hôtel, deuxième point important pour l'hôtelier, pour être rassuré par l'hôtelier par rapport à ces mesures et avoir plus de détails par rapport aux mesures qui sont standardisées sur les plateformes de réservation. Donc, demande de plus d'accompagnement, plus d'informations, plus de sécurité, plus de liens en direct avec l'hôtelier ou la personne à l'accueil à l'hôtel. OK, intéressant. Est-ce qu'ils cherchent, des équipements ou des services en particulier? Ceux que vous observez le plus chez CDS, pour ces Alors, voyageurs d'affaires, c'est quoi les plus Alors nous, recherchés? on est assez limité par rapport à ça, Eddy, puisque on va appliquer la politique voyage et la politique voyage généralement est restrictive par rapport à la dépense prise en charge par l'entreprise. C'est OK, généralement la chambre, le petit déjeuner et la taxe de séjour. Toutes les prestations complémentaires sont à prendre auprès de l'établissement et sont validées après ad hoc avec le système hiérarchique des entreprises. Donc là-dessus, je n'ai pas beaucoup de visibilité. Ce qu'on sait, c'est qu'on recherche plus aujourd'hui des établissements avec de la restauration. OK. Cause de confinement, 18 heures, on n'a plus de restauration. Donc, soit restaurant, soit appart-hôtel pour pouvoir cuisiner en interne et pouvoir rester sur le séjour. Donc, appart-hôtel ou établissement avec restaurant sont plus prisés aujourd'hui par le voyageur d'affaires que des choses plus classiques et économiques sans aucun service dedans. OK. Et dans leur comportement, du coup, ces voyageurs, vis-à-vis de l'hôtellerie, lorsqu'ils vont réserver leur hôtel, est-ce qu'ils ont des canaux de réservation, on va dire privilégiés? Ça, c'est le discours des hôteliers et des voyageurs, c'est ce qu'on appelle la réservation en direct. Bien évidemment que la réservation indirecte est quelque chose de positif. La relation entre le voyageur et l'hôtelier est essentielle. Est-ce qu'elle est possible dans un cadre professionnel? C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'entreprise a besoin d'appliquer des règles dans le déplacement professionnel. Elle est responsable de son voyageur dans le cadre de son déplacement professionnel. Donc, elle a besoin de le localiser et d'appliquer des mesures de rapatriement
ou des mesures post-Covid en cas de suspicion. Donc aujourd'hui, le voyageur est plus contraint à utiliser les outils de l'entreprise. Donc on est dans un cadre de canal plutôt fermé et contrôlé. En revanche, énormément de voyageurs appellent l'hôtel en direct. Donc la relation reste en direct. L'hôtelier peut charger ce tarif en direct dans les outils en toute transparence et garde cette relation-là. Donc il faut dissocier le tarif, la distribution, le coût, la commission du système de réservation. Oui, la relation avec l'hôtel est plus proche, le voyageur avec l'hôtelier est plus proche et les schémas de décision se régionalisent également. Vous avez, et j'invite aujourd'hui les hôteliers à prendre contact auprès des entreprises de leur zone de chalandise et sur leur destination, puisqu'on fait de plus en plus appel à la connaissance locale pour remonter et référencer les hôtels qui sont le plus pertinents dans le cadre des déplacements professionnels, que ce soit à côté d'une usine, un centre de production, un site de service. Aujourd'hui, on a une espèce de, je ne sais pas si on peut dire d'ubérisation, puisque les sièges à Paris se ferment. Donc, il y a de plus en plus d'événements qui se passent localement et des relations plus proches entre l'hôtelier et la filiale. Maintenant, la question à poser à nos amis hôteliers, puisqu'on en croise beaucoup, est-ce que dans cette crise-là, où ils sont très occupés, bien évidemment, est-ce qu'ils prennent le temps de contacter ces entreprises localement? C'est également un acte proactif que l'hôtelier doit faire. Donc, dans le canal de réservation, pour revenir au vrai canal de réservation, on a toujours les mêmes canaux de réservation, sachant que la réservation en direct augmente, et notamment sur le loisir. Mais dire que le canal de réservation type booking.com perd de sa superbe, ce n'est pas vrai. La question, et d'ailleurs, ça se retrouve dans la distribution, c'est qu'un hôtel, quand il n'a pas beaucoup de réservations, le premier canal qu'il va ouvrir, c'est booking.com. Et donc, on va le retrouver sur le milieu à faire. Je dirais l'hôtel à la main dessus. Du coup, Ziad, si je comprends bien, il y a quand même une petite forme de changement malgré tout. Quand on voit que les politiques voyage des entreprises se cadrent de plus en plus d'effets du fait de la situation actuelle, du Covid, etc., j'imagine que d'une certaine manière, les objectifs des travel managers de dire utiliser les self-booking tools, les canaux cadrés par l'entreprise, du coup, s'impose peut-être un peu plus naturellement et ça devient du coup pour un hôtel presque une obligation de se rendre disponible sur ces canaux qui, jusqu'à présent, on va dire pour un petit hôtel indépendant de 30 chambres, mais ne semblait pas être une évidence et ne semblait pas être une priorité. Le rôle des travel managers, effectivement, est essentiel à évoluer. Il a dû apprendre l'ensemble des règles, des protocoles pour les remonter en interne et accompagner leurs voyageurs. Effectivement, ces petits hôtels ou ces hôtels de 30 chambres doivent être référencés sur les canaux de réservation et de distribution. Ils ont besoin d'être contrôlés. Il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Carracci. Encore une fois, le dirigeant est responsable de son voyageur en cas de déplacement professionnel. Imagine la catastrophe. Ton voyageur, dans son déplacement, attrape ou est contaminé de la Covid-19 et que les conséquences deviennent beaucoup plus lourdes derrière si jamais on va malheureusement au décès. Donc, il y a cette prise de risque qui est colossale au-delà de la simple distribution et du coût du prix de distribution de l'hôtel. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a de moins en moins de leakage et les quelques déplacements professionnels qui passent sur les plateformes sont de plus en plus contrôlés. Ok. Excuse-moi ma question très pratico-pratique, mais je sais que notre communauté aime bien ça. Concrètement, je suis un hôtel, j'aimerais me rendre sur ces outils de réservation, ces canaux de réservation qui sont utilisés par ces entreprises qui ont des politiques voyage. Est-ce que CDS, vous pouvez m'aider à me rendre disponible sur ces plateformes? Est-ce que ça me coûte de l'argent en tant qu'hôtelier? Est-ce que j'ai un coût d'entrée? Alors, CDS est un hub, effectivement. À partir du moment où vous êtes branché avec CDS, vous êtes sur le canal de réservation en direct de l'entreprise, sur son outil de réservation, avec des termes très barbares, on appelle ça les SBT, ou les outils de note de frais, qui gèrent la note de frais, ou dans l'agence de voyage qui a été référencée. Donc, à partir du moment où tu as fait ton lien avec CDS et que tu es connecté à CDS, tu es distribué sur ces canaux.
Par OK. rapport à ça, est-ce qu'il y a un coût? Non. Aujourd'hui, CDS va se rémunérer sur les réservations qui sont faites par le voyageur après le séjour sur les tarifs que l'hôtelier aura chargés en tarifs dynamiques. Donc, l'hôtelier a l'habitude de rémunérer ces tarifs-là. S'il charge des tarifs dits entreprise, corporate, négociés, tarifs négociés de l'entreprise dédiée, CDS ne prend pas de coût à la distribution. Donc, c'est totalement transparent. Et puis, c'est Restera côté hôtel son coût du PMS et de son channel manager, sur lequel nous n'avons pas d'impact dessus. Et puis, c'est plutôt opportun, du coup, par rapport à la période, pour discuter avec beaucoup de directeurs, de propriétaires d'établissements et de groupements. Il y a une vraie question de fond sur, est-ce que j'ai les moyens d'investir? Et si oui, dans quoi? De quoi prioriser? Et deux, où positionner mon effort? Là, pour le coup, il y a des barrières qui sont levées. Ça n'a pas de coût de se rendre disponible. C'est simplement des frais d'usage au succès dès lors qu'il y a une réservation qui se matérialise. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle, plutôt opportun par rapport à la période. Alors, C'est correct. Ziad, Et on a un flux, comme ça est dit, d'hôteliers, de groupes hôteliers, de chaînes hôtelières qui viennent nous voir par rapport à ça, qui ont pris conscience de ça. Nos confrères appliquent soit un coût à la réservation, soit un markup. Nous, on va être totalement transparent par rapport au tarif, ce qui fait vraiment la différence. Et on va être multi-clients d'un coup. Donc, c'est le moment de préparer la sortie de crise en référençant votre établissement sans coût sur les canaux de distribution de CDS, absolument. En effet, il y a toujours deux sujets finalement quand on parle de commercial, de distribution. Il y a deux enjeux. Il faut, d'un côté, générer du flux d'opportunités et donc maximiser son réseau de distribution, direct comme indirect. Il faut le professionnaliser, il faut l'optimiser aux usages actuels des consommateurs. Et donc, si on veut cibler une clientèle d'affaires domestique, il faut se connecter sur les bons canaux, CDS permettant à faire cet exercice. Et dans un deuxième volet, transformer ces opportunités en vente. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Ziad, de la relation client entre la marque hébergeur, l'hôtel, et les voyageurs d'affaires. Est-ce que, du coup, il y a une véritable accélération dans les demandes d'assistance avant de réserver? Et si oui, qu'est-ce qu'ils demandent? Quelles sont leurs inquiétudes que toi, tu perçois aujourd'hui? La relation client est essentielle. Et malheureusement, encore une fois, à cause de la crise, beaucoup d'opérateurs ont coupé la relation client, ce qui, à mon sens, est une erreur. Le voyageur a besoin d'être informé, l'hôtelier a besoin d'informer le voyageur et on a besoin de plus d'informations et d'échanges. On a besoin de réassurance, on a besoin de proximité. Donc, la relation client est essentielle. Aujourd'hui, le voyageur doit pouvoir appeler à n'importe quelle heure et avoir une réponse. Est-ce que l'hôtel est ouvert? Vous savez très bien qu'il y a des hôtels qui, à J-1, ferment parce qu'ils n'ont pas un taux d'occupation assez satisfaisant. Est-ce que les mesures sont prises, les gestes barrières sont prises dans les chambres? Est-ce que l'hôtel bénéficie de services de restauration? Et ça, qui mieux que l'hôtel peut communiquer auprès du voyageur? Donc, nous, on invite le voyageur à rentrer en contact directement avec l'hôtelier. Et si l'hôtelier n'est pas disponible, notre service support relation client est disponible pour l'entreprise, pour le travel manager, pour l'agence de voyage et pour le voyageur. Ce sont 4 catégories qui sont totalement différentes. D'accord? Ce sont des personnes avec lesquelles on parle en permanence. Et j'invite l'ensemble des hôteliers à renforcer leur relation client et, si nécessaire, outsourcer, sinon ils n'ont personne en interne, pour pouvoir apporter justement les informations et les réponses aux voyageurs d'affaires. C'est hyper intéressant ce que tu racontes, Ziad, parce qu'en effet, on discute avec beaucoup d'hôteliers qui, du coup, se posent des questions de l'outsourcing d'un service de réservation, comment décrocher rapidement, ne pas louper des appels, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent, et particulièrement en last minute. Donc, il y a des questions sur comment on organise ça, est-ce que c'est possible, de quelle manière. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de barrières psychologiques qui sont facilement levées parce que il y a des cas d'usage, il y a beaucoup d'hôtels déjà qui sont rentrés dans cette professionnalisation de la relation client
dans des phases de vente. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que toi, tu as perçu, du coup, du fait de… On entend beaucoup parler de cette aspiration très last minute dans les prises de réservation. Je m'organise pour mon déplacement à 2 jours à l'avance, 1 jour à l'avance, voire même le jour même. Du coup, ça met de la tension, j'imagine, peut-être dans la relation client, j'entends, entre le voyageur et les hébergeurs, peut-être un besoin d'une plus grande instantanéité, une plus grande facilité dans la mise en relation. Alors, il n'y a pas vraiment d'études précises là-dessus, Eddie. Les gens l'utilisent comme marketing. Il y a 2 aspects au last minute qui sont très simples. C'est que nous avons un gouvernement qui prend des décisions tous les jeudis soirs. Donc, avant le jeudi soir, on ne peut pas prévoir son déplacement de la semaine d'après parce qu'on ne sait pas si la région va être confinée ou pas. Donc, c'est plutôt lié aux décisions gouvernementales dans le cadre du voyage d'affaires, je parle. C'est-à-dire que la décision va être liée à la décision régionale et gouvernementale décidée par le législateur. Donc oui, dans ce cadre-là, on a du last minute. Mais du last minute est très contraignant pour le voyageur d'affaires. Parce que le voyageur d'affaires doit faire son ordre de mission, doit approuver sa dépense, doit valider avec son manager, et avec du chômage partiel, c'est très compliqué de le faire en dernière minute. Donc, on va le retrouver si le voyage est essentiel et si on attend cette décision. Et le deuxième niveau, c'est dans le loisir. On ne sait jamais une semaine avant Noël si on était confiné ou pas, avant le ski si la montagne était ouverte ou pas. Et c'est avant de réserver, et là, c'est des plateformes plutôt d'hébergement alternatives qui ont le vent en poupe pour le voyage loisir, c'est de réserver en dernière minute. Mais dans le voyage d'affaires, l'anticipation est de rigueur aujourd'hui et le last minute n'est dû qu'aux décisions gouvernementales qui sont faites de manière hebdomadaire. Ok, très clair. Merci Ziad infiniment pour ce retour sur cette vision de l'évolution du voyageur d'affaires dans les politiques voyage des entreprises. J'espère que ça a été utile à tout le monde. Petite question à nouveau pratico-pratique, Ziad. Comment te contacte toi? Comment on contacte CDS? J'invite tout le monde à contacter CDS aujourd'hui, les hôteliers, sur le site cdsgroup.com. Il y a un formulaire, un mail contact@cdsgroup.com. On a une équipe de professionnels qui référencent actuellement les hôteliers. Et au-delà de cela, Eddy, ce n'est pas de le faire en one-to-one, hôtel par hôtel. Et je te retourne le sujet. Je serais ravi de mettre en place des systèmes de formation ou pas des class action, mais des dimensions commerciales communes avec les hôteliers, parce qu'aujourd'hui, la crise aidant, fédérer les hôtels indépendants, régionaux, dans une démarche commerciale du voyage d'affaires fait du sens. Aujourd'hui, on va se partager le marché. On peut avoir des enseignes de confrères ou concurrents qui peuvent avoir une démarche proactive auprès des établissements. Et là, je t'invite à voir avec nos amis hôteliers, avec HDB, avec CDS, quelles actions peuvent être faites localement pour promouvoir cette hôtellerie indépendante, comment référencer cette hôtellerie indépendante. Et là, nous, on se tiendra peut-être mettre des séminaires de formation ensemble. On est très ouverts. Donc, simplement, contact@cdsgroup.com pour prendre contact en direct avec les équipes. Et plus globalement, peut-être avec HDB, faire des actions par rapport à ça. Je serais ravi. Avec plaisir. C'était pas prévu, Eddy. Donc, je te tends la perche et puis on verra avec nos amis hôteliers. Il y en a déjà quelques-uns qui ont répondu présent. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je te rassure, Ziad. Merci encore une fois, Ziad et le groupe CDS pour ces retours d'expérience et cette vision sur le voyage d'affaires. J'espère que cette interview vous a plu. Chez HDB, on organise toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, on travaille sur du contenu de qualité pour la communauté touristique, particulièrement pour les hôtels. Ce contenu est gratuit, ça nous demande beaucoup d'efforts. N'hésitez pas à liker, partager ce contenu de qualité. C'est pour nous une très très belle reconnaissance de ce dur travail organisé par nos équipes. En attendant, n'hésitez pas à suivre notre actualité si ce n'est pas déjà le cas, vous inscrire à notre newsletter, à nous ajouter sur LinkedIn au même titre que CDS. Merci encore Ziad et très bonne fin de semaine à tous. Merci Eddy pour ton énergie et ton implication. À très vite.